Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine T'as vu, présentée par les Master 2 en journalisme. Au programme aujourd'hui, l'exposition Voyage et Migration organisée par la Cato, le pop-up céramique, un café pour le moins original, le tour des meilleures friteries de la région, et enfin on termine avec le gala organisé par la FLSH. Sur le thème de la fête des sciences, la Cato a organisé en ce moment une exposition appelée Voyage et Migration, et Gary s'est rendu sur place. Thème universel, les voyages et migrations s'exposent à l'Université catholique de Lille jusqu'au 16 février. Mais pourquoi ce thème? On a suivi le thème de la fête de la science. Et donc on a voulu développer ce thème un peu plus. Toutes ces espèces en fait viennent de nos collections de la fac. Comment est-elle organisée? En fonction du matériel qu'on a dans nos collections, on a organisé en deux temps la partie voyage et la partie migration. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir d'anciennes pédagogies. Il y a les maquettes. La maison Ozu était spécialisée dans les maquettes. Elle faisait des maquettes d'organes, c'était surtout pour les facs de médecine ou les vétérinaires, ou des maquettes d'animaux un peu agrandis, pour qu'on les voit bien dans les amphithéâtres, par exemple le dindon, par exemple l'escargot ou par exemple le poisson. Mais ces maquettes en papier mâché se démontent en parfois plusieurs centaines de pièces. L'escargot là est démonté, mais à l'intérieur de l'escargot démonté, on voit de petites pastilles où il est nommé 35, 36, 37, des petites étiquettes qui correspondent à des organes dont il existe un listing. Donc voilà, c'était une manière de ne pas faire de dissection, mais de faire voir sur maquette ce qu'on cherchait à faire découvrir aux étudiants. La maison Tramont, elle était plus spécialisée dans les moulages grandeur nature ou les reconstitutions d'animaux grandeur nature. Donc c'est eux qui ont fait énormément de squelettes sur pied. Donc là on voit par exemple un aigle, le squelette d'un aigle, mais on voit aussi des moulages de cerveaux. Ça c'est la maison Tramont. La maison Desrolles, qui faisait un peu de tout par rapport aux sciences naturelles. Donc elle reconstituait des organismes, elle faisait des moulages de fossiles ou des moulages agrandis d'un groupe, les tuniciers par exemple. C'est le groupe frère des vertébrés. C'est intéressant de redécouvrir comment les anciens faisaient la pédagogie des sciences. Vous pouvez découvrir cette exposition à l'hôtel académique de l'université jusqu'au 16 février prochain. C'était donc un reportage de Marine et Gary, et d'ailleurs Gary nous a rejoint. Bonjour Gary. Bonjour Nico. Alors c'est un concept assez particulier comme exposition je trouve, donc quelle est la particularité justement de cette exposition? Alors on pourra trouver à cette exposition par exemple des roches parmi les plus anciennes retrouvées, qu'a d'ailleurs retrouvé le professeur ici, des roches qui ont 2 milliards 200 millions d'années, qui ont été retrouvées d'ailleurs au nord de la Normandie. On pourra aussi voir de l'ADN. Ils ont un processus où on peut séparer de l'ADN de végétaux et le voir dans une éprouvette. On pourra aussi voir des vertèbres de baleines, le plus grand mammifère. Et aussi un organisme unicellulaire, une seule cellule qui fait plus de 4 cm de diamètre. Donc quand on calcule les proportions, c'est absolument disproportionné la taille qu'il fait. Voilà, on pourra trouver un petit peu tout ça à cette exposition. D'accord. Et justement, comment est-elle divisée cette exposition? Est-ce qu'il y a des coins spécifiques ou Alors il y a une partie voyage. On est sur de la roche, on est sur des animaux de telle zone géographique de la planète, et on est après sur une deuxième partie migration où on va avoir des migrations verticales, on va avoir des migrations horizontales, et voilà, ce sera divisé comme ça. Donc c'est divisé en deux? Divisé en deux, ouais. Et en 10 parties en soi, à chaque fois en sous-parties qui classent un peu plus. Et d'où viennent les œuvres, si je puis dire, puisqu'on ne peut pas vraiment parler d'œuvres en soi? Voilà, donc ça vient du patrimoine de la faculté de gestion, économie et sciences, qui est au sein même de la Cato et qui a été aussi pour une partie déménagée au port fluvial. Vous parliez d'ADN, justement, est-ce qu'on peut faire l'expérience de... Vous parliez, c'était... Oui, c'est ça, de l'ADN. Est-ce qu'on peut en faire l'expérience, nous? Alors, est-ce que nous, on peut nous-mêmes faire le processus? On peut aider.
en totalité, c'est bien d'être 2 quand même, mais la première étape, c'est de dire on vous montre comment on fait et après, il y a possibilité de le faire soi-même. Ouais. Et on voit ça un petit précipice en fait, au milieu de l'éprouvette entre 2 liquides et là, on se dit bon, il y a l'ADN. Ouais. On a du mal à se dire que c'est possible de le voir à l'œil nu quand on sait l'échelle que ça peut avoir. Parfait pour nous rappeler les cours de physique-chimie. Exactement, du collège et du lycée. Et donc, du coup, est-ce que ça a du succès ou alors, quel public ça attire? Évidemment, public étudiant et public de professeurs qui ramènent leur classe. Est-ce que ça a du succès? C'est pas une exposition, m'avait dit le professeur, qui a pour but de ramener les foules. L'objectif, c'est de dire on a un fonds, on l'exploite. Tous les ans, on fait une exposition pour l'exploiter, ce fonds. Là, il s'attend pas à remplir et à faire ça le comble. C'est d'aller aussi au devant du public en disant on peut lui montrer ça et modestement ramener quelques étudiants malgré tout. D'accord. Merci beaucoup Gary de nous avoir répondu. Faire de la céramique tout en buvant un café, un concept que Camille est allée tester pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un J'ai testé pour vous, un cours de céramique. Nous sommes actuellement à Marc-en-Barœul, devant le Pop Cup, un café qui propose des cours de céramique. Alors avant toute chose, comment est fait la céramique? D'où vient-elle? Petite immersion dans un des pays les plus gros producteurs du monde et exportateurs vers la France de céramique, le Maroc. Au Maroc, la capitale de la céramique est Fès. La céramique est travaillée de façon ancestrale, battue au pied et façonnée autour. Elle est faite à base d'argile. Une fois façonnée, elle est séchée au soleil et cuite une première fois à 1200 degrés. Les pièces sont ensuite ramassées pour être peintes. Les couleurs proviennent de pigments en poudre, tout comme chez le café Pop-Up en France. Mais la teinte réelle de celle-ci n'apparaît qu'après la deuxième cuisson. Nous retournons en France, où le procédé semble différer un chouïa malgré ce point commun. Nous sommes un café céramique, c'est-à-dire que nous sommes un café de quartier dans lequel vous pouvez venir vous restaurer, boire un verre, mais surtout peindre sur de la céramique. Nous, notre but, c'était d'avoir une ambiance café de quartier. Et on a réussi à la recréer. Et en plus, pour tous les âges. Ce n'est pas juste des hommes, c'est vraiment tout le monde qui se retrouve chez nous. Et on a l'impression quand même que les gens attendaient ça. Un endroit qui ne soit pas à Lille et dans lequel ils puissent se retrouver entre mamans de l'école, entre copines, entre collègues. Et c'est ce qui se passe, en fait. L'argile, c'est une argile blanche, en fait, qui est, voilà. Et c'est fait dans des moules. C'est pas autour, parce que ce serait un peu long. Donc, c'est des moules, en fait, qu'eux font. Ils mettent la terre, ils cuisent à 950 et après nous on récupère. Et nous ensuite on fait un émaillage. Une fois que c'est peint, on fait un émaillage et une deuxième cuisson à 1020. On va voir votre four? Ouais, allez. J'en vois un rond comme ça, c'est super. Ouais, mais alors c'est des étages. Donc en bas on met donc les petites pièces. Alors c'est un peu à Tetris parce qu'on chevauche, on essaie d'en mettre un maximum. On met des petits plots, les petits plots qui sont là. On met des plaques, là il n'y en a plus mais on met des plaques. On remet un étage et puis jusqu'en haut quoi. Ok. Donc voilà. Bon, bah super. Ben, on va faire marcher votre four. On va aller prendre quelques assiettes. Ici, les céramiques brutes sont importées d'Angleterre, le pays où Fanny et Karine ont été charmées par le concept que leur café reprend. Elles sont réalisées dans des moules, un procédé moins traditionnel, mais plus rapide. Et voilà, 2 heures plus tard, c'est terminé. J'ai fini ma boîte. Alors, verdict, c'est une expérience vraiment très intéressante. Par contre, je vous conseille de prévoir du temps parce que même si les boîtes paraissent petites, il faut faire 3 couches de peinture et ça prend du temps. Voilà. Camille nous a rejoint pour nous faire partager son expérience. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors, votre petite boîte, satisfaite? Oui, on verra le résultat le 7 février. Ah. Ouais, le temps de la cuisson. D'accord, très bien. Bah oui, forcément. Je pensais que ça se cuisait directement sur place, en fait. Oui, alors ça se cuit sur place. Par contre, un four à céramique, c'est très grand. Ça marche par étage. Et on ne peut pas cuire 4 assiettes par 4 assiettes. Il faut vraiment remplir le four. Donc c'est des fournées, quoi, comme on appelle ça. Et ça prend environ 1 semaine après la réalisation. Donc justement, d'où vient le concept? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez original, je trouve. Un café où on fait de la céramique. C'est le seul café céramique en France. Il existe des ateliers en fait dans des entrepôts, ce genre de choses, mais un café où réellement on se pose et on est libre de faire ça
tout seul, c'est le premier. Alors leur concept, il vient d'Angleterre. Les deux gérantes ont passé du temps là-bas et elles ont découvert ça là-bas et elles ont décidé de le ramener en France et ça marche super bien. Donc aujourd'hui, apparemment, elles me racontaient qu'elles refusaient plein de réservations. Elles vont en ouvrir un deuxième, mais cette fois-ci à Lille. D'accord, donc ça fonctionne plutôt bien. Oui, comme concept. Ça plaît aux gens. C'est ça. Alors du coup, est-ce que c'est quelque chose d'encadré un minimum, puisque vous disiez qu'on pouvait le faire tout seul, mais je sais pas, peut-être que... En fait, c'est pas sorcier, hein, vraiment, on n'est pas là pour réaliser la céramique en elle-même, elle est déjà faite, donc il y a juste la décoration à réaliser. Donc elle nous explique en 5 minutes le principe, avec les couleurs, les effets, puisqu'il faut faire 3 couches, c'est ça qui est long, sinon ça fait des couleurs un peu fades, ça n'accroche pas. Et après, c'est à vous de le faire, quoi. Alors, il y avait au début du reportage des images du Maroc. J'imagine que la céramique là-bas, c'est quelque chose quand même d'assez important. Oui, ça fait partie du patrimoine. Pardon. En fait, surtout à Fès, c'est la capitale de la céramique. Donc, c'est un vrai patrimoine, la céramique bleue, qui est importée en France majoritairement, mais surtout, en fait, le Maroc importe énormément d'argile travaillée. C'est-à-dire qu'en France, on trouve rarement, enfin, je pense que ça n'existe même plus du tout, quelqu'un qui travaille autour, donc c'est-à-dire la terre directement, la travailler, c'est un processus fastidieux. En fait, nous, on travaille directement sur des barrettes d'argile, donc elles peuvent aller jusqu'à 1 tonne, elles sont découpées, et ensuite on la malaxe avec de l'eau pour pouvoir lui donner une forme sur un tour. Oui. Donc en France, on a directement ça, et comme on l'a vu au Maroc, eux, ils travaillent la terre et ils l'exportent. Oui, ils le font avec le pied, justement, on l'a vu. En France, on ne fait pas du tout ça, quoi. Non, pas du tout. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Camille, de nous avoir fait découvrir ce café. Le Nord est connu pour ses nombreuses friteries et Charlotte, Rachel, Chloé et Justine sont parties à la rencontre de plusieurs d'entre elles. Vous en avez gros sur la patate, ces images devraient vous redonner la frite. Véritable monument, la frite est au Nord ce que la Tour Eiffel est à Paris. Si t'as pas de baraque à frites, t'es pas le Pas-de-Calais, t'es pas le Nord. Hein. Il faut vendre déjà un bon produit. Faut prendre le temps de bien le faire aussi. Il faut faire un prix correct et puis savoir accueillir les gens. Alors, déjà, historiquement, on a énormément de pommes de terre. Chez nous, ça marche. Les friteries, c'est la coutume. C'est un savoir-faire. Alors, je l'ai appris sur le terrain, mais après, ça coulait un peu dans mes veines. Vous pourrez regarder un petit peu. C'est une photo de famille qui est collée là. C'est mes ancêtres qui faisaient des frites en 1910. Vous voyez, donc ils tenaient une baraque à frites à l'os. Donc, ça devait couler de source. Mais pour faire de bonnes frites, il y a quelques règles à respecter. Une bonne frite, déjà, une bonne pomme de terre. Donc, nous, on a la chance d'avoir un agriculteur à l'Équin qui nous transforme les pommes de terre en frites. Donc il les met sous vide sans conservateur. Donc c'est juste une mise sous vide, c'est des sachets de 10 kg. Il faut une bonne pomme de terre, il faut une bonne huile, il faut savoir les cuire comme il faut parce que si tu ne respectes pas les temps de cuisson, soit tu auras une frite comme ça, dure, soit tu auras une frite pâteuse. Puis il faut bien les secouer pour pas qu'il y ait d'huile dans le paquet. C'est un tout, hein. De toute façon, si tu loupes une étape, de toute façon, on travaille avec les gens du coin. Comme ça que ça marche. C'est mieux. Même si c'est un peu plus cher, c'est mieux. On a de la qualité. Incontournable, la frite Nordis s'impose depuis toujours comme la meilleure frite de France. Je suis inscrit depuis 5 ans sur lesfriteries.com et tous les ans, il y a un classement. Et dernièrement, l'année dernière, j'étais très bien classé aussi. Et puis cette année, je suis sorti du chapeau. J'ai des très très bons commentaires. J'ai doublé le nombre de clients et j'ai doublé mon travail aussi. Et on a eu des Alsaciens, des Parisiens, pas mal de couples parisiens. Les gens font des kilomètres pour des frites. C'est génial, c'est bien. Pour nourrir ces curieux venus des 4 coins de la France, 300 kilos de pommes de terre sont parfois utilisés, prouvant que la frite a encore de beaux jours devant elle. De beaux jours devant elle, et maintenant on a aussi la recette parfaite pour faire la meilleure frite. Donc Rachel nous a rejoint. Bonjour Rachel. Bonjour Nicolas. Alors, est-ce qu'on consomme toujours autant des frites dans le nord de la France qu'avant ? Ah oui, ça reste une tradition. J'ai l'impression même que ça s'étend, parce que c'est vraiment très rapide et ça reste peu cher. Donc c'est la solution préférée des foyers français. C'est vrai que les frites, c'est un repas qui est très populaire chez nous, et très apprécié surtout. Et qui en consomme le plus, généralement ?
Généralement, c'est les familles avec des enfants qui vont le soir quand ils ne veulent pas trop se casser la tête. Ou après, le samedi aussi, ils nous expliquaient que c'était des familles qui faisaient la nourriture à côté, mais qui achetaient leurs frites déjà préparées. Peut-être les jeunes aussi. Oui, les jeunes le midi beaucoup. aussi. Mais bon, c'est vrai que dans le centre de la métropole lilloise, on en a moins, donc c'est plus compliqué. Vous avez rencontré la meilleure friterie de France, pardon. Il nous dit 300 kilos de pommes de terre. Ça me paraît incroyable, mais est-ce que c'est les quantités normales? Non, c'est pas les quantités normales. Là, il fait 300 kilos de pommes de terre parce qu'il vient de gagner le prix. Du coup, ça attire vraiment énormément de personnes. Et il expliquait qu'avant d'avoir ce prix, il faisait la moitié, alors que c'est déjà une friterie qui marchait bien. Donc, on peut estimer que ça revient plutôt 100 kilos de pommes de terre pour une friterie normale. Donc là, il avait fait vraiment 300 pour gagner son titre de meilleure friterie. Ouais. Et comment ça se passe, ce genre de titre, pardon c'est ce qu'il racontait. Il s'inscrit sur un site et après, il y a des commentaires des différents consommateurs, etc. Et chaque année, il est récompensé. Donc, c'est les consommateurs qui jugent et il n'y a pas de jury en particulier. Non. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, Rachel. Je vous en prie. Hier avait eu lieu le gala de la FLSH, la faculté de lettres et sciences humaines. Julia et Juliette se sont mises sur leur 31 pour nous montrer ce qui se passait là-bas. À l'université catholique, le Poudlard des Lillois en quête d'un brillant avenir. Mais derrière ces épais murs où le travail est de rigueur, un événement se prépare, la majestueuse. Le gala est organisé par le BDE tous les ans. Et là, c'est la 2e édition, donc on est très content de perpétuer la lignée de l'année dernière. Vous l'avez compris, le gala La Majestueuse, c'est la soirée à ne pas manquer pour les étudiants. Mais que nous réserve-t-elle? Alors pendant la soirée, il y a pas mal d'artistes qui vont se succéder. On aura donc 2 groupes musicaux, dont un qui est le groupe de Alyosha Waldlazowski, qui est prof à la FLSH, qui s'était déjà produit l'an dernier pour le gala. On aura également 2 DJ, dont un qui est un étudiant de MCC1, qui va ouvrir la soirée. On aura également donc, du mapping. Alors du mapping, c'est un show de son et lumière sur un écran blanc. On aura aussi un étudiant de Psycho 1 qui fait de l'hypnose et qui est vachement bon dans ce qu'il fait d'ailleurs. Ça va être un peu l'attraction de la soirée. Un hypnotiseur attraction de la soirée? Tâchons d'en savoir plus. En fait, je vais procéder en 2 étapes. Au début, on va faire des petits tests avec tout le monde. Tous ceux qui voudront jouer le jeu pourront s'essayer. Et après, je fais une sélection sur les personnes sur qui, on va dire, il y aura le plus de réceptivité. Et après, on partira sur des petits trucs, des petits effets sympas pour s'amuser, tout simplement. Ça va ? Avec un programme haut en couleurs, l'amusement est garanti. Mais la Majestueuse n'est pas seulement une soirée entre copains, elle est aussi un moyen de venir en aide aux familles qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants par manque de moyens. Là, cette année, tous les fonds sont versés à une association qui s'appelle Partage. L'association Partage est basée en Côte d'Ivoire. C'est une association qui œuvre dans la protection de l'enfance. Et donc là, tous les fonds du gala seront versés à un fonds qui permettra aux enfants d'une commune qui s'appelle Catiola de pouvoir avoir des fournitures, des sacs, des trucs comme ça. Et nous, on pense qu'être d'un BDE d'une fac de lettres affilié à une université catholique, ce genre de notions devrait nous toucher. Les notions d'alphabétisation, de philanthropie devraient nous toucher. Donc on est très fiers de ce gars-là. Et vu que des images sont mieux que quelques mots, nous vous laissons profiter de la soirée. La Majestueuse mi-balle de promo et mi-gala de charité vous permet donc de prendre du bon temps pour la bonne cause. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une 3e édition. Avant que Théo nous parle de l'agenda du week-end, David nous a rejoint, le président du BDE. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Alors, comment ça s'est passé ce gala? Le gala s'est très bien passé, on est très content des retours et on est presque sûr d'avoir fait 2 fois plus de gens que l'année dernière, donc on est très content. Vous avez eu combien l'année dernière? On avait eu un peu plus de 200 personnes et là, on n'a pas pu compter, mais je pense qu'on a fait le double. D'accord. Et pourquoi justement faire un gala parce que c'est seulement la 2e édition? C'est ça. Pourquoi avoir voulu continuer cette... Pourquoi avoir voulu continuer? Parce que y a une partie du BDE de l'année dernière s'est reconduit, donc on a un peu suivi la même lignée. Et au-delà du gala, on avait vraiment le projet caritatif dont on vient de parler, qui était dans l'essence de la liste, qu'on a trouvé en même temps qu'au début de l'élaboration de la liste. Donc ça nous tenait à cœur de faire un événement pour cette cause-là.
Donc c'est l'association Partage, c'est ça? C'est ça, l'association Partage, oui. Et quelle somme vous avez récoltée? Je ne sais pas encore, je suis désolé. Là, c'est le lendemain je ne sais pas encore, mais je pense qu'on a récolté plus que l'année dernière. Ouais. C'est ça. Oui, forcément, s'il y a plus de monde. C'est ça. Et donc, justement, quels sont les prochains projets? Peut-être que vous avez un autre projet phare un autre projet phare. On va sûrement faire un voyage pour la fac. Ce sera sûrement pendant les vacances de Pâques. Et avant ça, on a des événements culturels. On a le lancement du pôle sport et une soirée internationale avec les Erasmus. Avec quel genre d'activité prévue? C'est surtout du festif et du culturel. On va leur montrer la ville. On a un partenariat avec l'île 3000, ce qui fait qu'on a des réductions dans certaines expositions du Tripostal, par exemple. Et après, c'est surtout du festif. Est-ce que pour justement le voyage que vous allez organiser, est-ce que les fonds seront, est-ce qu'il y aura des fonds, peut-être une partie réservée pour encore une fois une association? J'y avais pas pensé, c'est une excellente idée. Il faudrait que j'en discute avec le pôle. Je suis très content de vous avoir donné une idée. J'y avais pas pensé. Écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça va fonctionner. Merci beaucoup. Mettez mon idée. Soumettez mon idée justement. Avec plaisir, avec grand plaisir. Alors Théo, vous nous avez rejoint. Bonjour Théo. Bonjour Nicolas, bonjour David. Qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Alors, on va commencer avec le Lille Tattoo Convention. Donc, c'est le plus gros événement de tatouage de la région. 250 professionnels du tatouage se réunissent. Alors, évidemment, il y aura du tatouage, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des expositions photos, des animations musicales et de l'art fusion. Donc, ça se déroule du 26 au 28 janvier, évidemment, à Lille Grand Palais. Le pass journée est à 15 € et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. On passe ensuite à la nuit des conservatoires. Alors, ça se déroule dans toute la France. Les conservatoires se réunissent dans toute la France. Pour chez nous, c'est le conservatoire de Tourcoing et l'antenne neuvilloise qui vont se réunir donc pour une nuit de danse, de musique et de théâtre. C'est à 19 h à l'espace Mozart, donc le jeu de mots Mozart. Voilà, c'était l'originalité du nom. Donc ça se passe à l'espace Mozart à Neuville-en-Ferrain et c'est gratuit. Le troisième événement qu'on vous a sélectionné, c'est le tremplin musical Je veux de la neige. Donc c'est un concours où 4 groupes vont pouvoir jouer à Nantillis. Il n'y aura que 2 vainqueurs qui vont être sélectionnés pour le Je veux du soleil, donc un autre festival en juin et ça se déroule à Anthem. Donc c'est à 19 h 30 ce soir à Nantillis, à Comines et c'est gratuit. L'Aitis Toile et Radical MC, donc c'est un duo formé pendant le festival Hip Obsession en 2016. Il vous propose un concert qui est un mélange de rap et de chanson, donc une performance en langage des signes. C'est à 20 h à l'Aéronef ce vendredi, donc les tarifs sont de 5 à 8 €. Et enfin, on termine avec l'artiste Perlimpinpin. Donc non, ce n'est absolument pas une reprise de la formulation d'Emmanuel Macron. Donc l'artiste Perlimpinpin qui est obsédé par le temps qui passe, il expose sa nouvelle œuvre ce soir à la Sécu. Donc c'est à 18 h 30 que le vernissage débute, suivi d'un film et d'un repas after. Donc je vous l'ai dit, à la Sécu à Lille, et c'est le 26, 27 et 28 janvier à Lille. D'accord, merci beaucoup. Sacré programme pour le week-end. Un bon programme, puis c'est très hétéroclite. Merci beaucoup. Il y a quoi faire, en effet. C'est déjà la fin de notre magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine édition. Au revoir.